Le gouvernement britannique tiendra un référendum le 23 juin. La question, souhaitez-vous rester ou sortir de l'Union européenne? Les camps du pour et du contre, le Brexit, comme on surnomme l'éventuelle sortie de l'Union, s'activent. La campagne référendaire vient d'ailleurs d'être lancée avec la visite à Londres de Barack Obama, qui a pesé de tout son poids en faveur du maintien dans l'Union. Le Royaume-Uni, ce n'est évidemment pas un petit joueur au sein de l'Union européenne, ce qui suggère des conséquences importantes en cas d'une sortie de l'Union. Du moins, ça mérite qu'on se pose la question. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec nos deux invités, des spécialistes de l'Europe. Laurie Beaudonnet, qui est titulaire de la chaire Jean Monnet à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Meyran, directeur du Cerium. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Laurie, pour commencer, juste pour voir les forces en présence, comment se présentent auprès de l'opinion publique les deux options, rester ou sortir de l'Union? Ouais, c'est vrai que du point de vue de l'opinion publique, un Brexit pourrait être plausible tout à fait, pour deux raisons. D'une part, parce que les sondages depuis maintenant quasiment un an et demi qu'il y a des informations là-dessus, montrent que les deux camps sont assez proches. Le dernier sondage en date d'une semaine donnait le camp du Brexit légèrement en avance. Il y a encore autour de 10-15% d'indécis, donc ça va dépendre aussi comment ces personnes-là se positionnent. Et la deuxième chose importante, c'est de savoir qu'on est au Royaume-Uni dans un pays profondément eurosceptique. Oui. Moins de 30% de la population a une image positive de l'Union européenne. Mm-hmm. Donc, la dynamique derrière le référendum n'est pas du tout superficielle. Il y a un terrain fertile pour une éventuelle sortie. Donc, un Brexit n'est pas du tout à exclure. Frédéric, Obama a menacé de conséquences économiques importantes si le Royaume-Uni sortait de l'Union, et il n'y a pas beaucoup de gens, enfin je crois, qui le nient. Même le Trésor britannique a chiffré les éventuelles pertes pour les ménages. Qu'est-ce qu'il y en est, selon vous, des éventuelles conséquences économiques? Il y a effectivement, tout le monde y va un petit peu de ces prévisions économiques en cas de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les prévisions varient énormément selon les calculs, et donc je serais prudent sur le réalisme. Mais ce qui est sûr, c'est que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne entraînerait une période d'incertitude, incertitude économique pour l'économie britannique principalement, incertitude politique pour l'Union européenne, parce que l'Union européenne est dans la polycrise depuis maintenant plus d'un an et elle n'a pas besoin d'une crise de plus, donc il y aurait véritablement des questions qui seraient posées sur l'avenir même de l'Union européenne. Et ce à quoi pense probablement Barack Obama, c'est aussi une incertitude plutôt stratégique. En ce moment, les États-Unis sont en train de négocier un accord de libre-échange de TTIP avec l'Union européenne. La situation au Moyen-Orient ne va pas bien et il a besoin des Européens pour l'aider. Et donc, il n'a pas besoin Pour lui, le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne est un allié et encore là, il y aurait de l'incertitude en cas de Brexit. Oui, mais les États-Unis, effectivement, préfèrent généralement le statu quo à devoir renégocier des ententes de libre-échange ou des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments à considérer dans tout ça aussi sur le plan économique? Ou est-ce qu'on pourrait même dire, est-ce qu'il y aurait, peut-être contre-intuitivement, est-ce qu'il pourrait y avoir des gagnants à une éventuelle sortie de l'Union? Alors, des gagnants, pas sûr. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Frédéric, la question du commerce va se poser assez fortement, ne serait-ce que d'un point de vue de négociation. Il faudrait que le Royaume-Uni renégocie soit une formule, dans le fond un peu sur mesure, comme la Norvège, d'accès au marché unique européen, ce qui se ferait avec un coût. Et effectivement, là, je rejoins Frédéric sur le fait que les chiffres divergent beaucoup selon qu'on soit dans un camp ou dans l'autre. Mais en tout cas, il y aura un processus de renégociation. Le Royaume-Uni redeviendrait maître de sa politique commerciale, ce qui n'est pas actuellement comme les autres pays. Mais il faudrait qu'il renégocie non seulement avec l'Union européenne, mais avec les autres pays comme la Chine, les États-Unis, etc. Du point de vue financier aussi, il y aurait un coût parce que actuellement, beaucoup de compagnies de multinationales passent par la bourse de Londres, la City, pour pouvoir en fait proposer des services financiers dans toute l'Union européenne. Si le Royaume-Uni sort, il faudra renégocier ce droit, ce passport rights. Et c'est possible que certaines compagnies fassent le choix de relocaliser une grosse partie de leurs services dans les autres bourses, notamment Francfort et Paris. Il y a quand même deux arguments, je pense, qui favorisent, disons, le camp du Brexit. Le premier, c'est celui de la souveraineté parlementaire. Donc, ce n'est pas un argument économique, mais les Britanniques sont très, très attachés à la souveraineté parlementaire et l'Union européenne, au cours des années, a renforcé le pouvoir de l'exécutif, principalement. L'exécutif britannique plus que de Bruxelles, mais ça, c'est une autre question. Et l'autre argument, c'est que paradoxalement, le fait que l'Europe continentale aille si mal en ce moment
pourrait finalement donner un certain avantage. Si on pense à une entreprise qui veut investir en Europe, l'Europe va mal, le Royaume-Uni veut s'en sortir. Donc, l'argument des Brexiters, c'est de dire, ben, finalement, on va devenir une destination encore plus attractive à moyen terme parce que l'Europe va mal. Donc, c'est ce genre d'argument-là qui est mis de l'avant. Mais vous soulevez là donc la question politique. Il y a la question diplomatique et militaire. On peut comprendre que pour un petit pays, faire partie de l'Union européenne, ça puisse être un levier de puissance. Mais pour une grande puissance qui est sur le Conseil de sécurité, qui fait partie de l'OTAN et autres, est-ce que sur le plan diplomatique et militaire, donc, il n'y aurait pas un intérêt, il n'y aurait pas Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que sortir de l'Union, c'est accroître sa puissance sur la scène internationale? À court terme, je pense que c'est pas impossible. C'est-à-dire que l'organisation de sécurité à laquelle le Royaume-Uni appartient, qui est la plus importante, c'est l'OTAN, c'est pas l'Union européenne. Ouais. Le Royaume-Uni va demeurer un acteur militaire important et ne sera plus finalement empêché sur certaines questions d'agir à cause de petits pays pacifistes d'Europe continentale, pour caricaturer, et va continuer à travailler avec la France, avec les États-Unis. À plus long terme, par contre, l'Europe est en déclin démographique, économique, géopolitique par rapport au reste du monde. Et d'être un petit pays d'un petit continent de plus en plus marginalisé à l'échelle planétaire, c'est probablement pas dans l'intérêt du Royaume-Uni. Oui. Sur cette question-là, Laurie? Oui, surtout sur le fait qu'au final, la politique étrangère européenne n'est pas si contraignante que ça et que les fois où le Royaume-Uni a voulu intervenir, il n'y a eu aucun problème de ce point de vue-là. Le problème qui s'est posé en général quand le Royaume-Uni ou la France ou d'autres pays qui ont un rôle plus actif veulent intervenir, c'est de faire suivre les autres, mais ça ne les empêche pas d'y aller tout seul, d'intervenir. On se rappelle l'Irak notamment. Donc, je pense que ça ne va pas nécessairement décupler, c'est sûr, la puissance britannique. Un autre enjeu, par contre, en termes de contrôle politique, c'est le contrôle sur l'immigration, qui est aussi au cœur du débat sur le Brexit. Oui, on se rappelle à cet égard-là la jungle à Calais, où on voyait tous les migrants vouloir aboutir, tenter de traverser la Manche pour aller en Grande-Bretagne, où les cieux sont plus cléments sur le plan économique. Ouais. Tout à fait. Mais là encore, sur la question de l'immigration, oui, le Royaume-Uni regagnerait un contrôle complet sur l'immigration en provenance des États de l'Union européenne, sauf que si le Royaume-Uni veut négocier des accords de libre-échange, notamment appartenir aux espaces économiques européens, ça va venir avec la contrepartie de la libre circulation. Donc dans le fond, dans les faits, ça risque de ne pas changer grand-chose pour le Royaume-Uni sur ce point-là. Est-ce que le Royaume-Uni a des alliés dans ses velléités de sortir? Est-ce que les Brexiters ont des alliés à travers le monde? Pas en Europe, parce que les pays qui sont les plus, disons, l'élite politique est la plus sympathique au Royaume-Uni, qui sont souvent eurosceptiques comme le Royaume-Uni, ne veulent surtout pas que le Royaume-Uni s'en aille, puisqu'il serait privé d'un allié important. Les seuls alliés, ce sont les groupes, disons, eurosceptiques, populistes, de droite comme de gauche. Par exemple, Marine Le Pen, cette semaine, voulait aller au Royaume-Uni pour soutenir le Brexit. Bon, les dirigeants du Brexit l'en ont dissuadé. Donc, ces groupes-là, évidemment, sont très favorables à une sortie du Royaume-Uni parce que ça donnerait un modèle à suivre pour leur propre projet. Ça, c'est surtout au sein de l'Union européenne. On a vu les États-Unis se prononcer en faveur du maintien dans l'Union. Est-ce qu'il y a d'autres grandes puissances qui, au contraire des États-Unis, appuient les Brexiters? Officiellement, non, mais on prête à Moscou, disons, une certaine schadenfreude dans la déliquescence et le détricotage de l'Union européenne, dont le Brexit fait partie avec la crise migratoire. Donc, c'est sûr que la sortie de l'Union, ce qu'il y a derrière ça, c'est l'idée que la sortie de l'Union européenne la sortie, du Royaume-Uni va affaiblir l'Union européenne. Bien, c'est une question intéressante, ça. D'ailleurs, on parle du Royaume-Uni dans le contexte de l'Union européenne. Dans un contexte, justement, où l'Union européenne ne va pas très bien, quel pourrait être, est-ce qu'on pourrait penser à un effet domino au sein de l'Union européenne? Est-ce que ça créerait un précédent, car ça en serait un? Oui, c'est sûr que ça en serait un, mais en même temps, l'effet domino risque d'être très, très réduit parce qu'effectivement, les autres pays eurosceptiques sont un des pays qui sont beaucoup plus petits, si on pense à la République tchèque, à la Hongrie. Donc, on a des pays qui n'auraient pas nécessairement un intérêt, il y a un poids économique aussi fort que celui du Royaume-Uni. Donc, je suis assez réservée sur l'effet domino potentiellement. En revanche, c'est sûr que ça affaiblirait l'Union européenne. Surtout que le processus de négociation, puis la marche à suivre est assez peu claire et risque d'être très conflictuelle entre les États qui resteraient et le Royaume-Uni. Donc ça risque Il y aura une forme d'improvisation dans tout ça. Si on revient en politique britannique, Frédéric,
Au départ, David Cameron avait promis le référendum, se montrant en faveur d'un Brexit. Là, finalement, milite contre un Brexit. Est-ce qu'il y a une ambition derrière? Est-ce qu'il y a une ambition cachée derrière cette Cameron n'a jamais été en faveur du Brexit. Il a promis un référendum pour calmer les eurosceptiques de son parti. Il n'a jamais caracolé avec cette option-là? Pas très sérieusement, non. Il a toujours utilisé ça comme menace pour obtenir des concessions de l'Union européenne en disant si vous ne me donnez pas ce que je demande, je vais organiser un référendum et je pourrais être favorable au Brexit, mais lui-même l'a probablement jamais été. Il n'a jamais dit véritablement publiquement qu'il l'était non plus. Et donc là, c'est vraiment une stratégie pour calmer son parti et une promesse qu'il a faite avant les dernières élections législatives. Sauf que ça s'emballe. Ça s'emballe. Et puis là, il est dans une situation difficile parce que comme il a une très courte majorité au Parlement, eh bien, évidemment, ça donne beaucoup de poids aux agités de son parti. Il y en a plusieurs qui sont dans son conseil des ministres aussi. Et là, il se retrouve dans une situation très particulière où le Parti travailliste, la gauche, qui est normalement favorable à l'Union européenne, mais est aussi intéressé à ce que Cameron subisse une défaite. Alors que Cameron défend le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, mais il y a une partie importante de son électorat et de son parti qui est contre lui. Donc, il est vraiment en porte-à-faux avec plusieurs acteurs. Oui. J'ajouterais aussi que la promesse du référendum a été faite aussi pour stopper la montée en puissance de UKIP, le parti indépendantiste, qui a continué à gagner des sièges, qui est arrivé premier aux élections européennes de 2014, qui a gagné aussi beaucoup de sièges à des élections locales. Et Nigel Farage, le chef du parti, est aussi très vocal dans cette campagne. Et donc, à la fois, ce n'est pas nécessairement un allié de Cameron, loin de là. J'ajouterais aussi que le chef du Labour, Jeremy Corbyn, est, oui, à la tête d'un parti de gauche qui est en général favorable à l'Union européenne, mais qui est quand même fait partie des relativement forts eurosceptiques. Donc, on retrouve un parti de l'opposition qui est engagé dans la campagne du rester dans l'Union européenne, mais qui n'a pas nécessairement tout le cœur à l'affaire non plus. Oui. Bien, ça va être évidemment à suivre. C'est le 23 juin que le référendum en Grande-Bretagne aura lieu. Vous aurez eu le mot de la fin pour toute la saison 2015-2016, car c'est notre dernière émission. Alors, évidemment, des remerciements s'imposent. Notre producteur délégué, Alain Saunier, merci beaucoup. Journaliste à la recherche, Julien Besset, qui a su reprendre avec brio le flambeau des mains d'Anne-Gabrielle Ducharme, également recherchiste, qui a dû nous quitter en cours de route. Notre réalisateur, Denis Aubé, et toute son équipe du laboratoire multimédia à l'Université de Montréal. L'idéateur de Planète Terre, celui par qui Planète Terre est revenu sur les écrans, Frédéric Mérand, merci. Merci évidemment à nos partenaires, le Canal Savoir, Le Devoir et l'Agence France-Presse. Et enfin, merci à vous. Merci de nous suivre. Merci d'être là, de nous suivre régulièrement. Passez un très bel été. On se retrouve en septembre. Au revoir.